Yaorana, Yaorana et Maeva, bienvenue dans ce podcast qui continue l'enseignement sur la magie noire et sur la lune. Cette fois-ci, on va aller regarder ensemble un sujet passionnant, comment la magie noire s'exprime dans l'astrologie et à travers notamment le personnage, la planète, le satellite de la lune, c'est dire. Je viens de faire surtout un podcast sur comment le cycle lunaire nous parle de magie noire, nous préserve de la magie noire ou au contraire nous expose à la magie noire. Ce podcast, c'est plutôt voir comment une nouvelle lune et une pleine lune qui expriment une position de la lune, une position du soleil dans notre ciel, donc une position par rapport à une constellation, par rapport à des maisons, et qui nous traduit aussi la position des planètes sur ce thème astral, sur cette roue astrale, dévoile une météo énergétique, dévoile une ambiance stellaire sur Terre. Et c'est de lire ensemble comment la Lune, et probablement les autres planètes aussi, peuvent nous révéler des potentiels de magie noire. Ce seraient les zones d'ombre que l'on pourrait regarder sur un thème astral et en tirer une leçon pour y mettre de la lumière ou tout simplement accepter qu'une expérience, entre guillemets, noire, nous arrive dans la tête, dans la gueule, dans la tronche et qu'on va en tirer le meilleur. Allez, on y va. Avant de continuer sur ce podcast Lune, Astrologie et Magie Noire, je voulais déjà vous remercier. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner, de liker, de commenter. C'est vraiment important pour partager ce savoir et faire grandir cette communauté qui est toute nouvelle et qui grandit petit à petit. Ça fait beaucoup de bien aussi de vous lire. Je suis vraiment très très heureuse quand j'ai des commentaires, donc merci beaucoup d'être là. Ici, on parle de savoir sacré, on parle donc des méditations, des rites, des synchronicités, des rêves, du langage hermétique, on parle de astrologie, tarologie, numérologie. On parle de magie noire qui participe à l'intelligence invisible, on parle de soins énergétiques. Bref, on parle de tout ce qui forme les savoirs sacrés et qui permet de participer à l'équilibre du vivant, à l'équilibre de l'invisible et du visible sur Terre. Et je dirais même plus, comme dirait un Dupont, participe à donner du sens et à se mettre au service du collectif pour s'assurer de cette harmonie dans cette société. Je ne sais pas si elle est en désharmonie. On va éviter de faire la mère, la critique, la française du jour. En tout cas, voilà, merci, s'assurer de l'harmonie de nos sociétés au quotidien. Ça fait du bien. Et c'est d'être dans l'amour. Et rien que ça, c'est chouette. Allez, on y va sur la magie noire, la lune, en astrologie, façon astrologie. Je rappelle rapidement ce que c'est la magie noire. J'en suis donc au 4e podcast, un cycle spécial dédié à la magie noire entre ces deux éclipses qui sont deux moments très forts, mais surtout avec l'éclipse du 12 août, un moment qui définit des énergies à un niveau inconscient et collectif pour les 18 prochains mois, mais surtout jusqu'à la prochaine éclipse du 2 août. Et oui, la magie noire s'invite dans cette configuration énergétique nouvelle. Pour moi, il y a deux manières de parler de la magie noire verboten, celle qui est inacceptable, inhumaine et qui est donc fondamentalement noire au sens malveillante, puisque le noir est une couleur qui signifie l'élégance, le luxe, mais aussi la mort. Et elle nous parle donc de toutes les personnes malveillantes qui opèrent sur nous. J'espérais pas trop en parler, mais finalement je m'aperçois que j'en parle, puisqu'au cours de toutes mes pratiques de séances chamaniques, médiumniques, connectées, on va dire, j'ai pu m'apercevoir combien elle était codée, très innovante, très créative et surtout très malveillante. L'autre partie de la magie noire qui pour moi est très importante à comprendre, c'est celle que l'on fait nous-mêmes, et que l'on se crée nous-mêmes par déjà l'auto-sabotage, le manque de confiance, le manque d'amour en soi, la quête effrénée vers quelque chose qui n'existe pas, l'illusion. Mais c'est aussi ce que l'on fait aux autres sans s'en apercevoir, en jugeant, critiquant, en mettant dans des catégories,
en mettant des étiquettes, c'est une magie noire très 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 grave, en balançant des concepts qui relient à de l'ego spirituel, qui enferment dans des croyances et qui permettent la manipulation. Donc là, on devient perpétuateur de magie noire. Là, on va parler de la magie noire, comment une pleine lune, une nouvelle lune avec une roue astrale peut nous révéler donc des zones d'ombre. Il y a des placements qu'on dit en opposition, il y a des placements qu'on dit en conjonction, en triangle, en trigone, en main de Salomon, bref, en parachute, en cerf-volant. C'est mignon d'associer le parachute au cerf-volant. Et tout ceci nous parle d'une relation entre la planète qui peuvent être plus ou moins, pour moi c'est jamais défavorable, mais par contre plus ou moins difficile à vivre en fonction de qui on est et de nos propres placements. Et c'est là où on est invité à traverser cette magie noire, c'est-à-dire une ombre qui se présente pour nous permettre d'affirmer nos valeurs. Et on y va! Rapidement, la Lune suit un cycle lunaire de 28 jours, 4 x 7, en 4 phases, une nouvelle Lune, une phase ascendante, une pleine Lune descendante et une phase descendante. Cela nous enseigne comment on rentre dans un temple d'initiation qui veut nous montrer une sagesse qui dure le temps de ce cycle lunaire, mais qui peut aussi bien sûr durer un temps beaucoup plus long que les astres et chaque planète va nous enseigner à travers son transit. Le temps le plus long, c'est celui de Pluton qui peut transiter pendant 32 ans dans une constellation. Donc c'est de comprendre que le lien à la Lune va nous montrer quelque chose qui est de l'ordre du caché, de l'ordre de l'ombre, et que cette ombre, ou cette phase lumineuse, cette pleine Lune, nouvelle Lune cachée, pleine Lune cachée, va avoir des résonances sur l'enseignement et sur ce que l'on vit, soit pendant un temps lunaire, soit sur plusieurs années, comme je viens de l'expliquer. Si c'est par exemple un rapport avec Pluton, eh bien, ça va être là peut-être pour nous pousser à apprendre quelque chose que Pluton et la Lune ont décidé de nous apprendre. Allez, maintenant, on va les regarder ensemble. C'est quoi les indicateurs qu'une nouvelle lune, une pleine lune, donc un thème astral, peut nous révéler, notamment sur l'enseignement de l'ombre que la Lune veut transmettre. Alors, sur un thème astral, la Lune, on est d'accord, c'est un joli croissant. Alors, il peut être symbolisé en jaune, mais après, ça dépend de quel format de thème astral on regarde. Donc déjà, la Lune va nous parler de zones d'ombre quand elle est en nouvelle Lune. On a plus de capacité à voir des zones d'ombre en nouvelle Lune parce qu'il y a quelque chose de caché. Donc quand la nouvelle Lune, allez, on va le faire dans l'ordre, est cachée, donc quand elle est en Bélier, on va nous parler de quelque chose qui est caché par rapport à notre identité. Quand elle est en Taureau, quelque chose qui est caché par rapport à notre rapport, à notre possession, à notre matérialité ou au plaisir. Quand la nouvelle lune est en Gémeaux, elle va nous parler du lien fraternel, de l'âme sœur, et donc elle va nous parler aussi de nous, de ce qu'il y a d'ombre en nous, parce qu'en fait la première âme sœur c'est nous, et c'est ce qu'on n'accepte pas chez nous. Le Cancer va nous parler de lien à la famille, mais va nous parler aussi du lien fort à la Lune, et donc ce que la Lune enseigne, on va dire, de manière primordiale et originelle et originaire, c'est les mémoires akashiques, la bibliothèque des êtres humains, donc les vies antérieures et le karma. En 5e maison, en maison du lion, donc pendant le mois de juillet-août, la Lune nous enseigne le rapport à la créativité, à notre potentiel, mais aussi à notre futur. Le Soleil, c'est l'enseignement de la temporalité de vie, et donc ce que l'on est venu vivre le temps de cette vie. C'est maintenant, et c'est pendant cette vie que ça se passe. En 6e maison, donc pendant la Vierge, la nouvelle Lune va nous parler de quelque chose que l'on purifie, que l'on structure, que l'on organise, mais peut-être aussi de quelque chose auquel on doit se mettre au service. En 7e maison, donc pendant le mois de la Balance, septembre-octobre, elle va nous parler de l'harmonie, des relations, de peut-être la problématique de justice et d'injustice, sachant que pareil, l'enseignement pur de la Balance, c'est le rapport à la beauté et à ce qui fait beau
dans le monde, donc ce qui résonne au-dessus de nous, ce qui nous permet de faire transition vers les autres maisons qui sont les maisons de plus en plus spirituelles. En maison du Scorpion, donc pendant qu'on a une nouvelle lune du Scorpion, c'est le moment préféré pour les sorcières. On peut se poser la question de quand est-ce que les sorcières et les sorciers, parce que je dis sorcières mais il n'y a pas que les sorcières, il y a beaucoup de sorciers noirs, donc là je dis au sens les personnes malveillantes, quand est-ce qu'elles opèrent. Le moment du Scorpion est un moment très 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 favorable pour faire de la magie noire. L'autre moment, c'est au moment du Bélier, donc c'est pendant le solstice du printemps, parce qu'il y a une équivalence jour-nuit, et que c'est un moment aussi de transformation et de germation au niveau de la Terre. C'est-à-dire que c'est les nouvel an perses, notamment, sumériens, c'est le printemps, et donc c'est le moment où on peut foutre plein de bordel dans la Terre énergétique pour faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, la nuit des sorcières dans la tradition, si je me souviens bien, belge, les Nexet, c'est souvent fin avril, début mai, ce qui est aussi révélateur. Chez les chrétiens, c'est le moment de la Pâque, donc de la résurrection. Voilà, donc ça exprime en fait ce moment favorable à la nuit, des magies noires. Voilà. Un autre moment qui va être fort, c'est septembre, donc l'équinoxe, le solstice de septembre, qui est un petit peu moins porteur parce qu'on a quand même la bénédiction de la Vierge qui nettoie plus. Voilà. Donc c'est sûr que le Scorpion, une nouvelle lune en Scorpion, nous parle beaucoup plus de magie noire, nous parle beaucoup plus aussi de la guérison, de la manipulation, mais aussi de la résurrection, donc de notre capacité à nous renouveler. Et donc c'est aussi un moment favorable pour se renouveler. C'est aussi un moment favorable pour mourir. Et c'est bien aussi pour ça qu'on a la Fiesta de los Muertos pendant la saison du Scorpion. Il n'y a pas de hasard. Ensuite, on passe sur le Sagittaire. Le Sagittaire nous parle de quelque chose qui va être caché sur les perceptions, l'évolution, donc le fait de voyager. Donc la blessure du mouvement, tout ce qui va être migration. Et donc une nouvelle lune peut nous parler de la magie noire qui est liée au voyage. Et donc le fait de manquer d'ancrage ou être dans l'ego spirituel. Ça va être aussi ça qu'une nouvelle lune en termes de magie noire peut indiquer pendant le Sagittaire. En Capricorne, elle va nous parler donc d'échec au sens entreprise, patriarcat, protection. Elle peut aussi nous parler de notre capacité à protéger les autres. Donc ça peut être aussi ça qu'elle peut cacher en termes de magie noire. Pour le Verseau, elle va nous parler de l'incapacité à s'incarner, à rester hybride. Donc elle va nous empêcher en fait d'être dans l'éclosion. Et le Verseau, c'est le premier signe en fait du calendrier tel qu'il est bâti aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de dire qu'une une nouvelle lune en Verseau, d'ailleurs c'est la nouvelle lune du loup, eh bien, elle commence par nous parler par la solitude d'être humain et une incapacité à s'incarner sur l'être humain et une incapacité à porter la vision de l'être humain. Le Poisson nous parle de l'illusion, donc il nous parle de quelque chose sur lequel on a du mal à avancer et il va accentuer la confusion, l'addiction, l'éparpillement en fait de nous. Donc ça c'est vraiment ce que ces nouvelles lunes peuvent enseigner en termes de magie noire, voilà, signe par signe, maison par maison. Allez, maintenant on va faire les pleines lunes. C'est quoi la magie noire de chaque pleine lune? Donc la magie noire de chaque pleine lune, en fonction de comment est située la lune, on reprend dans l'ordre. Donc une pleine lune en bélier, c'est une pleine lune qui est très puissante, parce que c'est une pleine lune qui associe l'énergie de la lune à Mars, et donc qui associe en fait deux planètes, alors une satellite, je suis d'accord, et une planète proche de la planète Terre, et qui sont deux énergies très différentes et très, alors potentiellement complémentaires, mais en fait qui ne s'aiment pas trop. Donc ça veut dire qu'une pleine lune, quand elle est en effusion d'un bélier, donc voilà, c'est sûr que c'est pendant la saison du bélier, mais en fait elle va être pleine lune en balance. Elle va porter en fait une grosse puissance de magie noire sur notre identité et nous empêcher d'être dans le ressenti de nos émotions et favoriser le fait de ressentir les émotions de quelqu'un d'autre ou d'une communauté. Donc la pleine lune en saison du bélier, je me corrige, c'est important ça, qui est en fait une pleine lune en balance, donc dans l'axe du bélier, elle va faire ressurgir une forme de fusion
une forme de flamme jumelle, âme sœur, au sens on prend quelqu'un d'autre pour nous-mêmes, et donc c'est une grosse illusion. Et ça va nous empêcher en fait de vivre ce qu'une pleine lune dans l'axe Bélier et Balance veut nous faire vivre, c'est-à-dire notre capacité d'identité à se relier aux autres. Là au contraire, c'est on va s'absorber dans un autre, récupérer les énergies d'un autre et les exprimer à la place des nôtres. Donc ça va être tous les principes de possession qui peuvent être exacerbés à ce moment-là. Ensuite, la pleine lune, donc en saison du Taureau, qui va être en Scorpion, nous parle de la capacité à s'élever, puisque l'axe Taureau-Scorpion, c'est notre capacité à nous élever, à nous détacher du matériel et à comprendre que notre existence sur Terre, d'os et de chair, est bien plus qu'une existence d'os et de chair. Et donc la difficulté d'une pleine lune en Taureau-Scorpion, donc en Scorpion, qui s'exprime mal, qui porte de la magie noire, c'est de renforcer notre ego spirituel. Donc c'est le moment où cette pleine lune peut être très favorable à toutes les personnes qui ont un très gros ego spirituel. C'est le moment d'opérer. Donc c'est le moment de balancer beaucoup d'infos sur tous les concepts qui pour moi me font rugir comme un lion. Comme les concepts donc de flamme jumelle, d'ascension, il y en a tellement que c'est terrible, c'est horrible. Voilà, ça favorise les abus de pouvoir, de sexe, d'argent. Donc c'est une période avril-mai. J'ai envie de dire, c'est aussi pour ça que c'est une période qui est intéressante, par exemple pour faire des retraites, pour aller recevoir un enseignement, mais c'est aussi un moment le plus risqué, parce qu'on peut tomber sur un scorpion qui est mal aspecté et qui utilise les énergies du taureau pour forcer une intégration de sa spiritualité. Donc pour tout ce qui est magie noire, ça va forcer la force, le pouvoir du gourou, marabout, chaman, médium, druide, malveillant. Voilà. Donc ensuite, quand on a une pleine lune en Gémeaux, mais alignée sur le Sagittaire, donc pendant la saison du Gémeaux, donc au mois de mai-juin, donc tout le but du Gémeaux, c'est d'aller vers le Sagittaire. Donc c'est d'aller vers le sage éclairé, vers une spiritualité qui s'incarne, quelqu'un qui est capable de faire voyager les esprits pour les aider à dépasser leur propre bipolarité naturelle du Gémeaux. Donc un Sagittaire façon magie noire et qui utilise les énergies du Gémeaux à son intérêt, c'est un Sagittaire c'est une pleine lune qui va utiliser notre Gémeaux et notre jumeau malveillant pour nous parler. Et donc c'est en ça qu'il va utiliser le feu de l'esprit, le feu du voyage, pour nous pousser à aller là où on ne veut pas aller. Donc à aller dans des voyages sans issue, en fait. Donc de manière concrète, ça veut dire qu'on va typiquement prendre des décisions de voyage, mais qui en fait sont pas bonnes pour nous. Sont une quête de voyage, une quête de spiritualité, une quête de guide qui en fait va nous faire répéter une expérience de quelque chose qu'on n'a pas compris sur notre gémellité. Donc personnellement, c'est le moment où j'éviterais effectivement, si on se sent... Déjà, j'éviterais peut-être probablement de rencontrer quelqu'un si je suis en recherche d'une relation à ce moment-là. Dans le si, j'ai pas accepté qui était mon jumeau intérieur et ma propre âme sœur. Ça, c'est déjà, j'éviterais. Parce que en gros, vous allez tomber sur un Sagittaire qui va vous faire dire je suis guide, je suis ton guide, je suis ton alter ego. Mais je vais utiliser le Sagittaire mal aspecté, c'est il utilise les énergies du Gémeaux pour se nourrir dans son ego spirituel et dans son propre voyage à lui. Donc c'est très égoïste. Et l'autre chose aussi qui pour moi faut éviter, c'est d'embarquer dans des idées, dans des concepts trop forts par le mouvement. Donc c'est un moment où l'ancrage est important. Je ne défavorise pas les voyages, mais c'est de se dire que par exemple si je pars en voyage à cette période-là, je fais bien attention à prendre soin de ma part invisible, de mes parts d'ombre, parce que je peux potentiellement réveiller le chiron, ma blessure de voyage. Donc c'est une attention, une précaution vis-à-vis de tout ce qui me fait... on est là pour, je disais un point B dans
la capsule sur les énergies pendant la pleine lune, oui, on est là pour faire un point A, un point B, mais en fait, c'est le moment où le point A et le point B, il est important d'une certaine manière le poser et s'assurer qu'il est éclairé, ou s'il y a ombre, d'en prendre conscience. Ensuite, on passe sur la pleine lune, donc en Cancer, mais qui est en Capricorne. Donc, on est sur un axe, le Cancer va vers le Capricorne, ça veut dire qu'il apprend à se détacher, entre guillemets, ou accepter les énergies de sa famille pour entreprendre et devenir lui-même un modèle de famille, un patriarche. Et donc, un Capricorne qui prend le dessus sur l'énergie du Cancer, c'est un Capricorne qui écrase le Cancer. Et donc ça va être tous les comportements paternels ou maternels qui vont en fait nous empêcher d'écouter nos émotions et qui vont imposer des émotions. Donc il faut être vigilant à ce moment de la pleine lune, d'être conscient des émotions qui nous traversent et d'éviter de se faire imposer des émotions par les autres. Et je dirais même, c'est le moment où il faut éviter toute entreprise qui émotionnellement nous appelle. Donc, c'est-à-dire, si on veut bâtir un projet, c'est bien d'y penser à ce moment-là, mais d'éviter de le mettre vraiment en place à ce moment-là, si on n'est pas certain qu'il est dans l'expression de notre chemin. Si on en est certain, pourquoi pas, mais même, je dirais, c'est un moment où c'est être attentif à ce qui se passe, attentif à ce que l'on ressent sur son entreprise, sur ses valeurs, parce qu'il peut y avoir une vraie magie noire du Capricorne qui est de nous imposer quelque chose ou d'avoir une loyauté qui est mal placée. Alors, une pleine lune saison Lion, donc ça va être une pleine lune en Verseau. Le lion qui va vers le Verseau, tout son job, c'est d'oublier son identité, son ego surtout, pour se mettre au service de la communauté. Et donc, ce qui est, on va dire, difficile pendant ce moment de la pleine lune, c'est que le Verseau va être mal aspecté, on en revient sur la magie noire, et donc va vouloir imposer au lion une communauté qui ne correspond pas à l'évolution de son identité. Et ça va être imposer des visions, imposer des innovations à un créateur. Donc ce serait comme si vous étiez artiste et qu'on vous impose de faire du cubisme quand vous avez envie de faire du pointillisme. Et sous excuse d'être au service du collectif. Donc ça peut être très dangereux pour votre créativité. Une vierge dans une pleine lune en Poisson, donc va nous parler d'une vierge qui est là pour... la vierge, elle est là pour comprendre à la fois son esprit, son élément air, sa capacité à faire passer des messages, à ressentir les messages sains. Elle est aussi là pour se rentrer en service avec le divin. C'est une maison qui nous permet de sortir de l'intérieur de la maison et d'aller vers les maisons extérieures et de nous relier à la foi. Quand elle est dans l'axe avec le Poisson, elle est là pour lâcher prise, s'abandonner à l'amour source que reconnaît le Poisson. La difficulté, c'est qu'un Poisson mal aspecté, il est dans la confusion, il est dans la dépendance, il est dans l'affection. Et comme la Vierge a une bonne propension à être dans la dépendance et la fusion parce qu'elle cherche cette foi qu'elle ne connaît pas, eh bien ça peut donner une pleine lune où tout ce qui est illusion, tout ce qui appartient à un espace temporel qui n'est pas le nôtre, va avoir un effet marquant sur nous et donc va nous contraindre dans une manière de ressentir la foi, ressentir le divin ou même ressentir l'ordre de notre quotidien sur des illusions, des châteaux en Espagne, quoi. Voilà, donc c'est le moment où c'est important de rester ouvert. Par exemple, là c'est la rentrée en général, à la Vierge, donc c'est important de rester ouvert à toute la capacité nouvelle qu'une rentrée peut amener, mais d'éviter de croire, de prendre des vessies pour des lanternes, c'est ça. Tout en comprenant qu'on a besoin
de ressentir cette rêverie, parce que c'est le propre aussi de la pleine lune. Donc c'est l'équilibre entre une rêverie qui va donner une énergie de structure et une illusion qui va structurer quelque chose qui va échouer. Ensuite, on passe sur la balance. Donc là, c'est bien parce qu'on passe sur le deuxième cycle, ce que j'appelle le deuxième cycle, le cycle d'intériorisation. Donc la balance avec une pleine lune en bélier, la balance donc en contraire, elle va vers le bélier. Donc elle comprend bien ce que c'est le relationnel. Et donc en bélier, elle doit, entre guillemets, retrouver son identité primaire et première et originelle. Et donc tout le défaut de cette période, c'est d'être dans le surplus de relations, j'ai envie de dire en bouffée d'énergie, boulimie, ouais, bouffée peut-être aussi, de relations, au risque de s'oublier, ou au contraire de trop s'isoler et de ne pas permettre ce que la relation nous apprend sur nous-mêmes. Et ça va être un axe assez puissant de transformation. Et surtout, alors là je prends un axe, là ce que je vous donne c'est des éléments on va dire un peu récurrents. Et par contre, ce qui se passe en ce moment aux énergies, donc au moment où moi j'enregistre tout ça, c'est en août 2026. Tout ce qui est sur l'axe bélier-balance en ce moment est surinvesti et très très fort. C'est-à-dire qu'on est vraiment en ce moment dans un enseignement très fort de l'axe bélier-balance et donc de l'axe relationnel. C'est vraiment ce que nous expliquent les deux éclipses qui ont lieu en 2026 et 2027. Elle nous parle énormément de ce que c'est le relationnel authentique. Donc là, ce serait de dire, je cherche à plaire à tout le monde, alors qu'en fait, je dois rentrer dans un relationnel de valeurs et qui est très axé sur des valeurs qui veulent la paix. Ensuite, on passe sur une pleine lune, Scorpion, mais en taureau. Ça, c'est intéressant par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce qu'une pleine lune en taureau, c'est une pleine lune qui va vraiment faire ressortir tout ce qui est matériel et tout ce qui est, je dirais, l'échec du matériel. Et en fait, ce serait un petit peu l'obsolescence programmée, la pleine lune en taureau. Et donc, c'est de nous faire comprendre qu'il est intéressant d'arrêter de participer à ces phénomènes-là. Arrêter l'obsolescence programmée, prendre des choses qui sont durables pour pouvoir mieux s'octroyer la qualité du temps et notamment de la guérison personnelle et de la spiritualité que le Scorpion peut véhiculer. Donc au contraire on veut mettre en avant la guérison spirituelle, l'élévation spirituelle, c'est non, on prend soin de la matière pour veiller à l'équilibre durable de la planète. C'est beau. Une pleine lune en donc Sagittaire Gémeaux. Alors, une pleine lune en Gémeaux, ça va être aussi un moment sympa pour tout ce qui est miroir de soi. Pleine lune en Gémeaux, elle nous fait parler elle va nous faire réfléchir sur nos rapports de communication, sur nos rapports à l'autre, mais aussi sur ce que l'on construit dans notre trinité personnelle et donc ce que l'on vient vivre en tant qu'âme sœur perpétuelle à tous les temps. Et donc quand on est dans la maison Sagittaire, on a cette grande capacité à intérioriser, à exprimer et extérioriser cette capacité du Gémeaux. Donc c'est vrai que le Sagittaire, je trouve que son axe pour lui retourner vers le Gémeaux a un côté entre guillemets facilité. Bon après c'est le Sagittaire, hein, il est soutenu par Jupiter, donc voilà, c'est ce qui va entre guillemets faciliter. Mais ça, le gros problème, c'est qu'il peut se tromper d'émotion. Et il peut se tromper d'expérience. La grosse difficulté pour le signe du Sagittaire dans son cheminement vers le Gémeaux, c'est de, entre guillemets, pas comprendre ce qu'un autre vient lui enseigner et de se planter complètement et de recevoir du coup la colère de Jupiter. Donc cette pleine lune, c'est un peu, entre guillemets, un passage initiatique fort par rapport au rapport au divin et à la colère de Dieu, quoi, la colère de Zeus. Donc je dirais que c'est le moment où il faut être à peu près précautionneux dans notre relation à Dieu. Parce que on peut faire des choses qui... rien n'est irréparable et Dieu est amour. Mais c'est l'enseignement. Ensuite, on a une pleine lune donc en Capricorne, Cancer, ouais, pour finir l'année. Ça, c'est chouette. Donc le Cancer, donc le Capricorne, lui, il vient vivre, c'est-à-dire que c'est le porteur de la famille, c'est le patriarche. Et lui, il vient vivre toute cette
fougue et cette connaissance des règles et des traditions et du rythme temporel, hein, il est gouverné par Saturne, pour le remettre dans l'émotion, pour le remettre dans les vertus du Cancer et pour les, entre guillemets, confronter, conforter avec ce que le Cancer nous apprend, le karma. Donc ça veut dire qu'une pleine lune en Cancer nous parle de karma, ce qui est intéressant par rapport à sa position, parce que c'est souvent en fin d'année ou en début d'année, et donc c'est, voilà, ça fait ressurgir le karma. Donc c'est assez intéressant de se dire que c'est le moment où la magie noire va nous empêcher d'apprendre la leçon. Donc c'est le moment d'apprendre les leçons. Je dirais que c'est ça. Apprenez vos leçons, c'est le bon moment. Faites un bilan, faites peut-être pas des résolutions, faites plutôt un bilan et essayez de comprendre ce que vous allez faire sur la prochaine année, mais de manière, voilà, intelligente, pas une checklist que vous allez oublier au bout d'une demi-heure, surtout qu'il y a l'énergie du Verseau qui arrive, avec une pleine lune en Lion, qui est donc un grand soleil qui brille en plein hiver, en tout cas hémisphère nord, et qui nous dit moi je veux créer plein de choses de nouvelles, voilà. Et sauf que la difficulté de l'axe Lion Verseau, donc plutôt un Verseau qui va vers le Lion, parce que c'est l'inverse, on est sur l'inverse, donc de la maison 11 vers la maison 5. C'est le Verseau, entre guillemets, lui il a tout compris, puisqu'il est dans la mort de l'être humain, il est le clairvoyant, il est l'innovateur, il est un traducteur du divin, et on lui demande d'aller vers le Lion incarné et de choisir une vie et de s'incarner dans cette vie, donc de se limiter là. Donc la pleine lune en Lion, ça va être de le gonfler dans cette connaissance, de lui faire croire qu'il sait ce qui est bon pour le collectif, quand en fait il est là pour se poser la question du soi et de sa lumière d'inspiration pour qu'ensuite il aille, en gros il doit aller vers lui, vers le Lion, pour que ensuite éventuellement c'est un impact sur la planète Terre. Mais tant qu'il n'a pas compris qu'il doit être dans cet axe de créativité personnelle, il ne peut pas apprendre ce que cette pleine lune en Lion vient lui apprendre. Donc c'est une magie noire qui empêche d'aller vers un soi pour ensuite briller. Donc c'est une quête de reconnaissance qui est sans soif en fait. Et enfin on termine par la pleine lune en Vierge qui termine du coup le cycle énergétique aussi, donc de 12 à 6. Donc on est dans la maison du poisson, on a passé en général le nouvel an chinois, donc il faut aussi comprendre que le poisson c'est le premier signe chez les Chinois, ce qui pour moi nous signale le premier signe de la planète Terre et le sens de rotation de la Terre et de son évolution à elle. Donc elle, sa première maison c'est la maison 12, et donc sa première expérience c'est d'aller vers la Vierge, et donc ça veut dire de structurer, organiser, incarner sa spiritualité, son amour fou qu'elle a pour les êtres humains de manière très temple, très temple, c'est un temple, de bâtir une église, de bâtir une mosquée, de bâtir. Et donc la magie noire, c'est d'enlever ça, de retarder ça, c'est de pas, oh c'est bon, on peut construire la cathédrale demain quoi. Bon non, vous la construisez maintenant, c'est ça, une pleine lune en Vierge. Voilà, allez, maintenant on va parler des placements, des autres placements qui peuvent nous parler de magie noire dans une roue astrale. Donc les autres, je prends mes notes pour être sûre d'oublier personne, donc les autres placements qui peuvent nous parler de magie noire, alors ils vont être un petit peu, hélas, connotés, et parce qu'ils vont être reliés à des signes. Voilà, alors déjà les premiers, ce sont ceux qui sont reliés au Cancer, puisqu'on parle de la Lune. Et donc la Lune, c'est la Lune, donc on vient de faire tout ce qui est par rapport à la Lune et la nouvelle Lune et la pleine Lune. Mais voilà, on associe donc le signe de Cancer, en tout cas personnellement, quand je lis un thème et que je souhaite lire l'énergie du Cancer, donc je lis la Lune, je lis la maison 4, et je lis aussi ce qu'on appelle le Cérès, donc qui est pour moi la lune émotionnelle, qui est une manière de voir en fait le ressenti d'une personne à un autre moment de la lecture. Donc c'est de poser cette fameuse notion d'une lecture atemporelle mais multitemporelle dans le thème astral. Et ça va être complété par, pour moi, le deuxième équateur. Il faut comprendre qu'en fait, quand la Lune et le Soleil se croisent, ils sont sur le même équateur. Donc, il n'y a pas d'équateur dans le thème astral. Mais par contre, quand il y a pleine Lune, ils sont l'un en face de l'autre. Et là, ils créent un équateur. Donc, une ligne. Ils tracent une ligne.
sur le thème astral de manière classique, on a un équateur classique qui est ascendant-descendant. Et en gros, c'est notre boussole. Ça divise les maisons en deux, hein, l'intérieur, donc maison 1 à 6, et ensuite la maison de 7 à 8. Si on rajoute, on a notre équateur qui fait 4, donc qui explique la symbolique de la Lune. Et donc là, c'est une ligne verticale entre le descendant et l'ascendant. Ce qui veut dire que déjà, le premier équateur que je regarde en termes de lune noire, c'est ascendant-descendant et... oui, c'est ça, ascendant-descendant, fond de ciel, milieu de ciel. Et donc, s'il y a un décalage, ce qui arrive souvent, parce que les maisons bougent, grandissent plus ou moins, eh bien, c'est de regarder la direction de ce décalage et de voir ce qu'il me dit. Deuxième élément, deuxième équateur que je regarde, pour moi, c'est la ligne qui est tracée par le vertex et le P, ce qu'on appelle le point Est, qui pour moi symbolise un deuxième équateur, donc complémentaire à l'équateur horizontal de l'ascendant et descendant, et qui est pour moi le lecteur à la fois de l'émotion et du destin. Donc ça me permet là encore de voir c'est quoi le rapport magie noire, magie blanche, le positionnement des astres, tout simplement, qu'est-ce que ça révèle comme zone d'ombre, comme zone de lumière, c'est voilà, c'est tout quoi. L'autre élément qui est important à révéler, donc ça c'est pour tout ce qui est maison du cancer. Mais maison du cancer, il évolue, deuxième moment d'eau, vers le scorpion. Et évidemment que le scorpion, c'est pour ça que je disais qu'il allait avoir un peu un délit de faciès. Le scorpion, c'est un peu un porteur du noir, quoi. C'est le porteur... c'est Hadès, quoi. C'est Pluton. C'est celui qui va dans les couloirs du diable, qui va dans les couloirs de la nuit, qui va dans les couloirs de nos ombres pour en revenir tous les matins et mettre en lumière ce qu'on a traversé. Donc c'est vraiment la symbolique de la vie et de la mort, du bien, du mal, voilà, et de la destruction. Quand je dis que la première magie noire que l'on a, c'est notre autodestruction, eh bien c'est la symbolique du scorpion. Ce qui fait que quand on regarde un thème astral, et surtout une météo énergétique, donc d'une nouvelle ou d'une pleine lune, voilà, merci, ça me fait roter, on va aller regarder les placements en scorpion. Donc le scorpion, c'est la maison 8, et ça peut être regardé aussi où est la constellation du scorpion, si elle n'est pas dans sa maison, donc en maison 8, ce qui est quand même très souvent le cas. Bien sûr, une lune, pleine lune en scorpion, je l'ai dit, peut porter plus de magie noire du fait de cette volonté de nous faire traverser les ombres à ce moment-là, sachant qu'il y a deux mythologies très importantes là-dessus sur le scorpion. C'est la première, le scorpion aurait été coupé en deux, et donc c'est une partie balance, une partie scorpion. Et donc la queue du scorpion, c'est la constellation du scorpion, et le reste du corps, c'est la constellation de la balance avec les deux pinces. Ce qui veut dire que c'est une constellation très grande et très importante. Et donc ça veut aussi dire que la constellation 7, la maison 7, la maison de la balance, peut nous donner des éléments sur l'énergie noire qui est traversée. Il y a une autre, on va dire, approche qui est importante par rapport au scorpion. C'est que le scorpion, c'est le temps de transit le plus court, le plus intense. Et c'est souvent entre fin octobre jusqu'au 7, 8, 9 octobre. Et donc ça veut dire qu'il y a une intensité dans l'énergie que nous communique le scorpion sur un thème astral. Donc de regarder l'énergie scorpionesque d'un thème astral, c'est de vraiment comprendre le paroxysme de la magie noire, la magie blanche. On en revient sur le cycle lunaire et comment il y a un paroxysme au moment voilà, un pic de fièvre au moment de l'énergie du scorpion. Et ça va révéler du coup énormément de choses sur le noir, le lumineux, à travers ces indicateurs, on va dire, énergétiques du scorpion. Et c'est d'autant plus révélateur que le scorpion, c'est la maison 8, c'est la maison de l'abondance, et c'est celle qui précède le 9, donc la fin du cycle, et qui précède l'entrée dans la sagesse que symbolise le Sagittaire, et il donne son relais. C'est pas ça que je veux dire, c'est le truc, son bâton au Sagittaire. Ce qui est aussi maintenant, donc ça c'est pour l'énergie du scorpion. Maintenant concrètement, donc à part la maison 8, à part le scorpion, scorpion il est dominé, gouverné par 2 planètes. Alors aujourd'hui on nous dit qu'il est gouverné par Pluton, donc bien sûr on regarde Pluton. Alors Pluton, c'est pas que ça nous demande pas beaucoup de boulot,
c'est que ça nous demande, entre guillemets, moins de boulot d'interprétation, parce que Pluton reste en général 12 ans à 32 ans, donc 32 ans on est tranquille, et là c'est la même interprétation, c'est Pluton en Scorpion. Bon, c'est mal connaître Pluton, parce que Pluton a plein de visages, et surtout, c'est est-ce qu'il est en rétrograde et à quel degré il est. Donc déjà, il y a un élément important à interpréter. Mais ensuite, c'est aussi de se dire que Pluton, il est en conjonction, en opposition. Donc c'est quoi son interaction avec... Donc je parlais par exemple d'un Pluton en conjonction avec une Lune, qu'est-ce que ça donne? Mais Scorpion n'est pas gouverné que par Pluton, parce qu'avant qu'on découvre Pluton, Scorpion était gouverné par Mars. Donc ça veut dire que l'on va aussi regarder où est Mars. Mais Mars, ça veut dire qui? Ça veut dire regarder le Bélier. Et le Bélier, c'est qui? Le Bélier, c'est celui qui prend le feu aux dieux pour devenir homme, pour nous éclairer de la caverne, dans la caverne. Bref, c'est quelqu'un qui fout un peu le bazar sur Terre, c'est Prométhée, c'est Pandore. Bref, c'est beaucoup de mythologie, c'est la guerre, c'est la paix. Donc ça va être aussi une manière de regarder le rapport au cycle. Et donc c'est là où l'interaction maison 1 du Bélier avec la maison 8 est très intéressante à regarder. Où se place le Mars, où se place le Pluton? Est-ce qu'il y a des interactions entre tout ce monde-là pour vérifier l'émergence de la magie noire ou non? En tout cas, de la magie blanche, puisque le noir est le miroir du blanc, m'a-t-on dit. Vous connaissez la bonne blague de... est-ce que le noir et le blanc sont une couleur? Eh bien, achetez un téléviseur en noir et blanc et vous aurez compris la réponse. Voilà, c'est une blague. Et enfin, on termine par les adjuvants du Scorpion. Donc le plus grand adjuvant du Scorpion pour moi, qui est assez connu, c'est Lilith, notre chère Lilith. La mythologie issue d'une tablette d'argile de Sumérie qui nous suggère qu'une femme prostituée vient séduire les hommes et foutre le bazar. Oui, parce que c'est toujours les femmes qui foutent le bazar, c'est le principe féminin, ce que le Scorpion connaît bien et aime bien d'ailleurs. Donc c'est pour ça que Lilith... Mais en face de Lilith, il y a qui? Il y a Priapus, qui lui aussi est bien sympathique en termes de méthodologie, puisque c'est un sexe en érection tout le temps, il est dans le désir. Donc les deux nous parlent de l'instinctif. Et par rapport à la magie noire et ce que l'on peut vivre en tant que magie noire intérieure, autant vous dire que oui, il nous parle de notre instinct, alors bestial, primaire, qui va nous ramener entre guillemets à l'expérience du Bélier, mais aussi à notre matérialité, donc au Taureau, mais aussi tout simplement à notre sexualité, donc potentiellement assez Scorpion, mais c'est là où l'axe Taureau-Scorpion est très intéressant. Donc du coup, on fait, mais mon Dieu, on rajoute aussi le Taureau, le Scorpion, on rajoute la Lilith, on rajoute le Priapus. Alors Priapus et Lilith, ils sont en opposition, donc une fois qu'on a Lilith qui est souvent marquée sur un thème, on peut avoir Priapus qui est en face. Et c'est, voilà, donc quand on a un Priapus et un Lilith, surtout en Bélier-Scorpion, waouh, sur tout ce qui est relation à l'instant, c'est assez... bien un jour, je ferai une capsule là-dessus, parce que quand je reprendrai des choses sur l'astrologie, c'est vraiment beaucoup de choses sur l'aspect instinctif et l'aspect magie noire qui vit en nous, du fait de nos pulsions. Comprendre qu'une des magies noires, c'est la pulsion, et c'est vrai que le Scorpion va nous permettre d'éclairer nos pulsions et va nous dire « Mais non, tu es là pour faire œuvre de sagesse. On ne te demande pas de renier tes pulsions, on te demande d'interroger leur valeur. Et est-ce que c'est une pulsion créative, de construction, ou est-ce que c'est une pulsion destruction qui répond à des velléités d'égoïsme, de plaisir direct, sans réflexion des conséquences. Donc voilà, c'est une manière là encore de, on va dire, cartographier la magie noire. Donc ça fait beaucoup d'éléments à regarder, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de lire un thème astral, mais surtout une météo énergétique de lune, pour comprendre les instincts qui se mettent en place, les messages magie noire potentiels, les zones d'ombre que l'on a à traverser. Bref, de nous permettre d'être dans l'enseignement initiatique, et il paraît qu'on est là pour ça. Voilà, écoutez, c'était encore beaucoup plus dense que ce que j'avais prévu. Il y a 1 page et demie de notes qui fait 2 capsules, je pense, de 20 minutes à 30 minutes chacune, donc tout va bien. Mon intention de faire plus courte est toujours pas réalisée. Peut-être qu'il faut juste que j'accepte ma zone d'ombre. C'est de beaucoup parler. Ça, c'est l'accent Gémeaux. Allez, sur ce, j'espère que ça vous aura surtout éclairé, que ça vous aura donné envie de lire un thème astral aussi en fonction de ces indicateurs de magie noire. Sachez que je propose une formation à l'astrologie, alors elle n'est pas encore complètement disponible, on va dire, de manière marketée, mais tout le contenu est là.
Et je pense que je vais quand même la mettre en ligne, même si c'est pas beau, mon côté balance qui aime le beau. C'est un enseignement profond qui est, on va dire, en complémentarité avec l'enseignement classique, mais qui propose aussi des postulats qui sont, on va dire, en divergence avec l'enseignement classique. Et ce que j'entends par là, c'est que je suis fatiguée d'entendre des lectures d'astrologues qui nous disent que si vous êtes Verseau, il vous se passe ça. Si vous êtes, c'est beaucoup plus dense que ça, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et c'est important de comprendre que c'est plus que des aspects favorables ou défavorables pour votre journée, votre semaine ou vos énergies. C'est déjà se relier à une ambiance énergétique collective. Et donc à des moments où la magie noire peut être effectivement plus favorable parce que le collectif est sous pression du fait de ces énergies-là. Ou c'est plus léger pour tout le monde, ce qui peut aussi nous faire du bien, c'est les deux. Et c'est aussi de nous permettre de nous positionner dans notre chemin, et surtout le chemin qui mène à l'amour. Allez, on va conclure. Rituel, c'est important, surtout quand on aime l'âme qui agit. Je vous aime, je vous aime et je vous aime. Je vous remercie d'être là. Si vous êtes encore là et que vous appréciez ce contenu, n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais faire pour raccourcir mes vidéos. Je désespère, mais je reste dans l'espoir d'y arriver. Et, ou juste, je reste comme je suis. On a le droit, en fait. Ça y est, je suis parfaite. L'humilité vient de prendre un coup. Allez, je vous aime, je vous dis à bientôt. On continue sur la magie noire. J'ignore c'est quoi le prochain sujet. Je me laisse porter par le flow. En tout cas, c'était très agréable de le faire. Allez, à bientôt. Nana.